Laurent Gbagbo dans le box des accusés devant la Cour pénale internationale de La Haye. Nous en sommes ce mercredi au deuxième jour de l'audience de confirmation des charges. Alors il faut bien le préciser, il ne s'agit pas encore d'un procès, mais d'une étape préliminaire qui pourrait aboutir à un procès. L'ancien chef de l'État ivoirien est soupçonné de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2010-2011. 3000 personnes avaient été alors tuées. Ce procès, s'il a lieu, peut-il relancer les violences dans le pays qui s'est depuis plus ou moins stabilisée? Cette justice internationale est-elle impartiale? Que deviennent ceux qui ont commis des crimes et qui ont soutenu l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara? Eh bien voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités sur le plateau à Paris. Mamadou Touré, bonsoir. Vous êtes responsable des militants de l'étranger du parti d'Alassane Ouattara, le RDR, et vous êtes par ailleurs le conseiller de l'actuel président ivoirien chargé de la jeunesse et des sports. Toussaint Alain, bonsoir. Vous êtes l'ancien conseiller de Laurent Gbagbo. Vous vivez aujourd'hui entre Paris et Washington. Florent Gel, bonsoir. Vous êtes le responsable du bureau Afrique de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous étiez en Côte d'Ivoire encore début février. Vous avez recueilli les témoignages des victimes des deux camps. Alors non pas directement pour la Cour pénale internationale, mais pour les procédures engagées en Côte d'Ivoire. Et puis on attend d'une minute à l'autre Christian Bouquet, qui est géographe, spécialiste de géopolitique africaine, professeur à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux 3 et auteur de Côte d'Ivoire, le désespoir de Kourouma aux éditions Armand Collin. On part tout de suite, si vous le voulez bien, à Abidjan. On retrouve notre correspondante Maureen Grisot. Maureen, bonsoir. Alors les Ivoiriens ont revu Laurent Gbagbo dans le box des accusés à La Haye. Quelles ont été les réactions? Est-ce que les Ivoiriens sont passés aujourd'hui à autre chose? Alors, quand on lit les unes de la presse ivoirienne aujourd'hui, on voit que non. Il faut savoir que les journaux ici sont très politisés et chaque camp a sa propre lecture de cette première journée d'audience. Alors, dans les journaux qui sont plutôt proches du pouvoir, eh bien, pour eux, cette première journée a permis au procureur de la CPI de charger Laurent Gbagbo. Et eh bien, dans la presse qui est plutôt, elle, proche, favorable à l'ancien président, eh bien, on analyse cette première journée comme ayant permis à la défense de Laurent Gbagbo de faire tituber Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale. Alors les sympathisants de Laurent Gbagbo tweetent en live cette audience. Ils sont tous connectés au serveur de la Cour pénale internationale qui retransmet les débats. Un serveur qui a craqué plusieurs fois, ce qui est le signe pour eux de la popularité de l'ancien président. Alors on le voit, cette audience ravive des tensions ici en Côte d'Ivoire, mais de toute façon elle ne s'était pas vraiment apaisée ces 2 dernières années, mais on a plutôt l'impression qu'elle reste dans la sphère politique. Dans la rue, les Ivoiriens semblent déjà avoir intégré que Laurent Gbagbo serait jugé à La Haye. Ils sont de toute façon plutôt favorables à un jugement par une Cour pénale internationale qui juge plus indépendante que la justice ici en Côte d'Ivoire. Je le rappelle, jusqu'à présent, seuls des membres de l'ancien régime ont été inculpés par la justice et aucun des membres des forces pro-Ouattara n'a été sous le coup de procédures judiciaires, alors que des soupçons de crimes pèsent sur eux, des crimes commis pendant la crise post-électorale, mais aussi après. Et on en parlera évidemment tout au long du débat. Merci Maureen Grisot, correspondante de France 24, en direct ce soir d'Abidjan. Toussaint Alain, vous êtes toujours en contact avec Laurent Gbagbo? Oui, bien entendu. Comment va-t-il? Comment aborde-t-il ces audiences? Avec beaucoup de sérénité, avec le sens de la responsabilité. Vous savez que c'est son action qui est mise en cause par la communauté internationale à travers cette procédure que nous jugeons totalement injustifiée et impartiale. Pourquoi injustifiée? Parce qu'il y a eu 2 camps qui se sont opposés. D'abord, un premier camp, celui de M. Ouattara, qui a pris les armes en septembre 2002 contre la Côte d'Ivoire. Il s'en est suivi des négociations, des violences. Nous sommes arrivés aux élections d'octobre 2010 avec des contestations. M. Ouattara a refusé d'accepter le résultat proclamé par le Conseil constitutionnel. Il était appuyé par la communauté internationale avec à sa tête la France, les États-Unis et d'autres pays de la sous-région ouest-africaine. Et cela a conduit à une guerre qui a duré jusqu'au mois d'avril 2011. Et avec des exactions qui ont été commises de part et d'autre. De la part... De part et d'autre. Jusqu'à présent, nous assistons à une justice des vainqueurs. Je pense qu'il y a un besoin de justice qui est très fort, aussi bien chez les partisans de l'ancien régime que pour les pro-Ouattara. Mamadou Touré, pourquoi la Côte d'Ivoire ne juge-t-elle pas aujourd'hui Laurent Gbagbo?
Écoutez, d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez pour répondre à un certain nombre de questions. Je pense que M. Alain Toussaint a une approche un peu révisionniste de la situation en Côte d'Ivoire. Les choses ne sont pas passées aussi facilement comme il le dit. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, il y a eu un vainqueur des élections en Côte d'Ivoire, élections certifiées par la communauté internationale. Par l'ONU. Il y a eu le refus de Laurent Gbagbo d'accepter le résultat des élections. Il a même eu recours à l'arbitrage de l'Union africaine, qui a rendu son verdict, et il y a eu le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître le verdict de l'Union africaine. Il s'en est suivi une logique meurtrière organisée par le camp Gbagbo. Rappelez-vous le 16 décembre, la marche de l'opposition pour réclamer le respect des résultats des urnes. Les populations ont été massacrées. Des personnes se sont fait immoler dans les rues d'Abidjan. Des pauvres dames, quand même, ont été tuées. Quelles populations ont été immolées? Donc, Monsieur Mamadou, Touré Mamadou, excusez-moi. Traverser les faits aujourd'hui et faire passer Laurent Gbagbo, qui clairement est responsable de ce qui s'est passé. Parce qu'il faut éviter la confusion dans ce débat. Non, mais il n'y a pas de confusion. Il y a deux temps, je suis d'accord. Monsieur Touré Mamadou. Il y a mille mensonges ne font pas une vérité. Le bourreau, c'est Laurent Touré Gbagbo Mamadou et son camp qui, contre toute logique démocratique, ont organisé de façon très structurée le meurtre de populations civiles en Côte d'Ivoire. Monsieur Touré, on va en parler, des exactions dans le camp d'Alassane Ouattara. Alors, Monsieur Mamadou, si moi je fais du révisionnisme, c'est que vous êtes un apprenti révisionniste. Parce que vous avez la mémoire courte. En septembre 2002, vous avez attaqué votre pays. Alors, jamais. Vous savez, 1000 mensonges n'ont jamais fait une vérité. Vous savez très bien que nous n'avons rien à voir avec cette pandémie. Et ce n'est pas l'objet du débat de ce soir. Ce n'est pas vous. Je souhaite que M. Alain Toussaint à l'origine de la crise en Côte d'Ivoire, ce dont il s'agit, c'est le procès de Laurent Gbagbo. On va parler du procès de Laurent Gbagbo, mais peut-être, Monsieur Touré, on va parler en effet, on va revenir tout ça, là, on va revenir évidemment sur le procès de Laurent Gbagbo, parce que c'est le thème de ce débat ce soir, mais on va aussi parler, pardonnez-moi Monsieur Touré, du procès qui ne vient pas en tout cas de ceux qui ont commis des exactions également dans le camp d'Alassane Ouattara. Mais revenons sur Laurent Gbagbo. Florent Gel, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de quoi est soupçonné Laurent Gbagbo? De 4 chefs d'inculpation constitutifs de crimes contre l'humanité. On l'accuse d'avoir été le co-auteur indirect, ce sont les termes même de l'accusation de la Cour, de meurtre, de viol, de crimes sexuels, de disparition, etc., qui sont donc l'audience d'aujourd'hui a visé en gros 59 événements criminels comportant environ 519 même victimes directes, et la Cour a choisi de prendre la version basse des crimes quand il y avait quand il y avait des crimes qui étaient supposés faire entre 200 et 300 victimes. Ils ont plutôt choisi le chiffre de 200. Donc voilà, en gros, c'est ces événements-là qui visent essentiellement la crise post-électorale, alors qu'effectivement l'enquête de la Cour porte, elle, sur 2002 à 2011, en gros. Donc pour l'instant, on se rappelle avec cette tentative de coup d'État, on le rappelle pour nos téléspectateurs, qui avait été déjouée, et le pays qui avait été coupé en deux, avec le nord donc aux mains des rebelles, des partisans d'Alassane Ouattara, enfin en tout cas pour certains, et le sud qui était toujours aux mains de Laurent Gbagbo. Et la Cour a choisi de séquencer en gros ces enquêtes, et pour l'instant de se concentrer sur le seul prévenu qu'ils ont à La Haye, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, et donc de concentrer les crimes qu'on lui reproche sur la crise post-électorale de ces événements. Mais je crois que je ne vais pas faire l'arbitre entre les deux camps, mais il est évident que les enquêtes qu'on a menées, et depuis de longues années, ont démontré que des crimes avaient été commis dans les deux camps, mais pour autant, il ne faut pas non plus renvoyer les gens dos à dos. Il faut simplement déterminer précisément qui a été responsable de quoi en Côte d'Ivoire, et pour ça, la justice est fondamentale. La CPI, ça a été la volonté du président élu Alassane Ouattara de renvoyer les principaux responsables des crimes devant la justice internationale. Pour le moment, il n'y a que Laurent Gbagbo. Pour les autres responsables, ils doivent être pour l'instant jugés par les juridictions ivoiriennes, puisque les Ivoiriens ont dit qu'ils voulaient juger eux-mêmes. On pense notamment, entre autres, à Simone Gbagbo, la femme donc, de Laurent Gbagbo, et pourtant il y a quand même un mandat d'arrêt qui a été émis par la CPI. Christian Bouquet, est-ce que la justice ivoirienne aurait dû juger Laurent Gbagbo ? Au moment où s'est terminée la crise post-électorale, donc en avril 2011, la justice ivoirienne n'en était pas capable. Elle était désorganisée, on peut presque dire, en caricaturant un peu, qu'elle était au chômage depuis presque 10 ans, puisqu'elle ne traitait
plus rien. C'était une impunité généralisée. Donc il lui fallait reprendre quand même quelques réflexes et quelques habitudes d'un état de droit. Aujourd'hui, on ne répondrait pas la même chose. Peut-être qu'effectivement, cette justice qui a été un petit peu restaurée, refondée, serait capable de juger Laurent Gbagbo. Mais il ne faut pas perdre de vue que pendant toute la crise post-électorale, et notamment sur votre plateau, lorsque Laurent Gbagbo s'accrochait encore au pouvoir, on était à l'écoute des populations qui étaient terrées dans leur quartier et qui disaient « on ne sait plus sur qui compter, heureusement qu'il y aura une justice ». Alors, soit une justice immanente, mais tout le monde n'y croit pas, soit une justice des hommes, et c'était la Cour pénale internationale. Donc, on en parlait à l'époque. Eh bien, maintenant, on y est, il faut y aller. On y est, il faut y aller. Mamadou Touré, justement, concernant Simone Gbagbo, est-ce que Simone Gbagbo va être jugée en Côte d'Ivoire ? À ce stade, il y a un mandat d'arrêt qui a été émis par la Cour pénale internationale. On a envoyé Laurent Gbagbo. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas Simone Gbagbo à la CPI ? À ce stade, permettez, souffrez que je ne puisse pas vous répondre, puisqu'il n'y a pas encore eu de position officielle des autorités ivoiriennes. Donc, je n'ai pas de point de vue particulier à vous donner sur le cas Simone. Alors, on parlait beaucoup de crimes commis dans le camp tout à l'heure de Laurent Gbagbo, mais il y a aussi les crimes qui ont été commis dans le camp d'Alassane Ouattara. Je pense notamment au massacre de Douékoué, Florangel. C'était en mars 2011. On parle de 800 personnes qui ont été assassinées, notamment par les FRCI. On parle plutôt entre 250 et 300 personnes aujourd'hui. Il y a plusieurs chiffres, en tout cas, qui ont circulé, mais ce sont des dizaines et des dizaines de victimes. Il y a eu aussi le massacre du camp de Naïbili en juillet aussi 2012, où aussi les FRCI seraient impliqués. Quand seront jugés les auteurs de ces crimes ? Je pense notamment au camp de Naïbli. Il paraît qu'on a tout à fait déterminé, Florangel, vous allez me dire, quand même les responsables, certains responsables. Et me dit-on, en tout cas c'est ce que disent des journalistes en Côte d'Ivoire, que ces gens-là vivent en toute impunité, s'enrichissent même, et que la justice ne les inquiète pas. Est-ce que d'abord vous pouvez me confirmer ça, et ensuite est-ce que vous pouvez répondre, Monsieur Touré ? Sur les faits de Naïbli, c'est assez clair. C'est un camp de déplacés, de personnes qui sont des rescapés, en plus de l'attaque du quartier Carrefour de mars 2011 que vous évoquez, et qui ont été déplacés pas très loin de la ville, à quelques kilomètres, et qui ont été attaqués, et on le sait par des enquêtes qu'on a menées sur le terrain, par effectivement le responsable local des FRCI, quelques dozos, des chasseurs traditionnels, et la population qui avait été montée un peu dans ce but-là. Et effectivement, des individus ont ensuite été arrêtés, et ensuite on les a exécutés, et on a pu démontrer que ces personnes avaient été ensuite exécutées dans des puits à la périphérie de la ville. Ça, c'est l'attaque du camp de Naïbli et ses conséquences. Quand on voit les images, là. Voilà. Et juillet 2012, ça ne remonte pas il y a longtemps. Non, absolument. Et effectivement... ces hommes qui ont attaqué ce camp, on les a localisés. Ils vivent en effet en toute impunité. Absolument. On sait, il y a un monsieur qui s'appelle Amadé Ouerini, c'est ça ? Absolument. Vous connaissez Amadou Touré ? Non, je ne connais pas. Bon, j'ai entendu parler de ce monsieur à travers la presse, mais je n'ai pas la même lecture que les représentants du FIDH, donc je souhaite qu'il termine avant de... Voilà, puisque la question, c'est que c'est développé, dans tous les camps, et lié à la question de l'impunité, c'est développer des pratiques en Côte d'Ivoire qui ne font pas forcément appel aux plus hauts responsables à chaque fois. Le camp de Naïbli, c'est probablement le responsable FRCI du coin, qu'on appelle le lieutenant Konda, qui a très clairement ordonné, organisé et suivi ces attaques, et qui a exécuté des personnes. Bon, maintenant, on sait pourquoi cet homme n'est pas arrêté ? Je pose la question à Mamadou Touré. Je pose la même question, puisque nous sommes partie civile dans ces procès. On pose la question à Mamadou Touré. Je pense qu'il faut avancer. Pourquoi le responsable des FRCI, de ce camp-là, qui est soupçonné de crimes, pourquoi cet homme n'est pas arrêté ? D'abord, vous avez dit une chose, il ne revient pas aux journalistes de mener des enquêtes. Et ce n'est pas... Non, mais la FIDH, là, on parle pas de la journaliste Florangel, c'est la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Je commence par le début. Il ne revient pas aux journalistes d'établir la culpabilité des uns et des autres. Le FIDH, certainement, fait un travail remarquable, mène ses propres enquêtes, donne des indices qui permettent ensuite à l'appareil judiciaire de faire son travail. Et vous ne pouvez pas nier que l'État de Côte d'Ivoire a demandé donc des enquêtes sur ce qui s'est passé donc à l'ouest de notre pays, notamment dans cette localité. Et à la suite donc de ces enquêtes, la procédure judiciaire sera engagée contre les personnes qui sont responsables. Ne nous demandez pas. Mais pour l'instant, il n'y a aucune poursuite, pardonnez-moi Monsieur Touré, mais il n'y a aucune poursuite judiciaire qui n'a été engagée contre des gens de votre propre camp. Mais ce qui me gêne un peu, madame, dans le débat, c'est cette approche équilibriste. Ça ne s'est vu nulle part. Vous avez clairement en Côte d'Ivoire deux camps. Je le précise, ceux qui ont organisé toutes les tueries en Côte d'Ivoire et les victimes. Bien évidemment,
il y a pu y avoir des dérapages. Et nous ne nions pas les dérapages qu'il y a eu. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est de mettre sur le même pied d'égalité le camp Gbagbo et ceux qui sont battus pour restaurer la démocratie. En Irak, en Libye, partout où il y a eu des actions de la communauté internationale. Non, je termine, monsieur. Jamais on a mis les personnes sur le même pied d'égalité. Maintenant, sur l'appareil judiciaire, monsieur Bouquet l'a dit, nous sortons d'une situation que vous avez connue. L'appareil judiciaire était totalement en lambeaux. Vous avez un appareil judiciaire aujourd'hui qui fait face à beaucoup d'événements en même temps, qui doit élucider beaucoup d'événements en même temps, mais accordez-lui quand même du temps pour donner une suite à l'ensemble des enquêtes qui ont été énoncées. Et je veux rappeler que Laurent Gbagbo, et je vais prendre à témoin le FIDH, tous les crimes qui ont été commis en 10 ans, jamais il y a eu autant de volonté politique d'élucider ces crimes. Jamais Laurent Gbagbo n'a élucidé les crimes, le Charnay-Lieu-Pougon, le massacre des opposants en 2004. Au contraire, Laurent Gbagbo a passé son temps à justifier et à nier les crimes. Bon. Vous avez en Côte d'Ivoire un gouvernement responsable, Madame, qui fait patte blanche, tout ça, Alain, qui vous mène des répondre, enquêtes, et la justice prendra son temps pour poursuivre et sanctionner les auteurs. J'observe que M. Touré est venu avec ses éléments de langage. C'est bien, c'est de la communication. Mais il y a des faits. On a évoqué le massacre d'un millier de personnes le 27 mars 2011. Il n'y a pas eu un début d'enquête. Aucune personne responsable de ces crimes a été punie. Où ça? Or, en mars 2007, 10 jours plus tôt, à Dieucoué, le massacre de Dieucoué, monsieur. Le massacre de Dieucoué en mars 2011. Oui. Le 17 mars, M. Ouattara a pris un décret qui créait les FRC. Oui. Donc, il est logiquement responsable. Mais vous parlez d'un millier de personnes. Le FIDH, quelques mois, mais s'il vous plaît, écoutez, vous parle de 250 personnes. Monsieur Touré, nous sommes à un débat, vous êtes exprimé, vous laissez les autres s'exprimer, s'il vous plaît. Donc, il est faux de dire que le millier de personnes a été massacré par le camp Ouattara. C'est pas vrai. On laisse, si vous voulez, parler. Quelques mois plus tard, c'est pas vrai. Sans oublier toutes les exactions auxquelles ces forces tribales se sont livrées, Naïbli, en juillet 2011. Oui, mais on a, enfin, juillet 2012. On peut aussi, pardonnez-moi, on prenait ces exemples-là de crimes qui seraient imputés au FRCI, mais pardonnez-moi, la liste concernant les pro-Gbagbo, elle est longue, Florent Gel. Non, madame, moi, je pense au massacre d'Abobo, on renvoyait dos à dos. Attendez, le massacre d'Abobo, moi j'attends encore le manifeste de la morgue et d'autres observateurs trentaine de personnes qui apportent la preuve qu'il y a eu un massacre. Sur le marché d'Abobo, c'est inacceptable ce que vous dites, monsieur. Mais oui, c'est une insulte à la mémoire des victimes. De votre point de vue, tout est inacceptable. Monsieur Touré, de votre point de vue, c'est inacceptable. Je pense qu'il faut être un peu respectueux, s'il vous plaît. D'accord ? Non, c'est vous qui manquez de respect à Alors, je vous propose qu'on se calme quelques minutes. Je vais venir en aide à tous les deux. Voilà, Florent Gel, vous n'allez pas venir en aide, on va faire une petite pause, le temps de vous calmer, mais vous allez ensuite nous venir en aide. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Je vous donnerai évidemment aussi la parole, Christian Bouquet, un géographe spécialiste de la Côte d'Ivoire qui nous a rejoint sur ce plateau. À tout de suite. Ce soir à la Côte d'Ivoire, alors que comparaît Laurent Gbagbo devant la CPI, la Cour pénale internationale. Alors, il ne s'agit pas, je vous le rappelle, pour l'heure, d'un procès, mais d'une confirmation des charges qui pourrait déboucher sur un procès. Avant de reprendre ce débat avec nos invités, je vous la présente très rapidement. Mamadou Touré, qui est responsable des militants de l'étranger du parti d'Alassane Ouattara, le RDR, conseiller spécial d'Alassane Ouattara, également un chargé de la jeunesse et des sports. Toussaint Alain, qui est l'ancien conseiller de Laurent Gbagbo. Christian Bouquet, qui est spécialiste de la géopolitique africaine, professeur à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux 3 et auteur de Côte d'Ivoire, le désespoir de Kourouma, et Florent Gel, qui est le responsable du bureau Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme. Avant de reprendre notre débat, on écoute tout de suite Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale. C'était mardi, hier, donc au premier jour des audiences. Nous allons démontrer que M. Gbagbo et les forces placées sous son contrôle sont responsables des morts, viols, blessures graves et de la détention arbitraire de citoyens respectueux de la loi, d'innombrables civils qui ont été perçus comme des partisans de M. Ouattara. Christian Bouquet, avec ce procès, est-ce qu'il peut y avoir le sentiment, ce que disait Toussaint Alain tout à l'heure, d'une justice des vainqueurs, dans la mesure où pour le moment, dans le camp Ouattara, personne n'est jugé ? Oui, c'est normal que M. Toussaint Alain tienne ce discours parce qu'il a beau jeu de dire, regardez, tous ceux qui sont soumis à la justice, qu'elle soit internationale ou nationale, sont des gens du camp Gbagbo.
Mais je crois qu'il faut aussi remettre les choses en perspective et en perspective chiffrée. Alors on ne va pas faire une mathématique macabre, mais il faut quand même bien reconnaître que si on classe les dossiers dans l'ordre, toutes les exactions qui ont été commises par le camp Gbagbo sont quand même infiniment supérieures à celles qui l'ont été par le camp Ouattara, si tant est qu'on puisse démontrer les unes et les autres. Alors c'est un petit peu normal que le parti vaincu parle de justice des vainqueurs, mais il a un peu tendance peut-être quand même à faire passer les bourreaux pour des victimes. Et c'est quelque chose qui est un petit peu dommage, qui discrédite un peu d'ailleurs le discours du camp de Laurent Gbagbo, parce qu'il aurait tout intérêt finalement à reconnaître qu'il y a eu des torts, et des torts gravissimes, et puis s'engager dans cette construction d'une justice qui ne serait plus une justice à deux vitesses, qui serait une véritable justice, comme on l'attend aussi d'ailleurs du camp d'Alassane Ouattara. Tout ça, Alain, s'il y a un procès, est-ce que vous pensez que ce procès peut relancer les violences dans le pays? Est-ce qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo a encore une audience en Côte d'Ivoire? Écoutez, je vais vous répondre, mais je vais juste revenir sur deux éléments qui ont été évoqués par M. Bouquet et son voisin, M. Touré Mamadou. Vous parliez de 10 années d'impunité. Je ne sais pas si vous voulez mettre, comme on dit, dans la balance les crimes commis par la rébellion depuis septembre 2002. Il y a une loi d'amnistie qui a été votée par le Parlement ivoirien en août 2003. Et ensuite, l'accord de Ouagadougou de 2007 a donné lieu à une ordonnance prise par le président Gbagbo pour permettre de mettre en confiance la rébellion. Donc vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai. J'ai ici la loi d'amnistie qui est là. Mais l'amnistie, c'est l'impunité. Oui. Lisez la loi. L'amnistie, c'est l'impunité. Non, si vous permettez une minute, je vais lire. Une minute alors. Écoutez, c'est vraiment une minute. Non, une minute. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Monsieur, tout ça là, c'est pas le débat. Je voudrais qu'on revienne au procès de Laurent Gbagbo. Voilà, puisqu'il demande à lire, mais j'allais lui dire. On ne va pas se renvoyer dos à dos les violences. C'est un mythomane. Ce que la loi d'amnistie, ce que l'ordonnance dit. Mais je veux pas qu'on revienne sur la loi d'amnistie pour nos téléspectateurs. Pour nos téléspectateurs, on se perd là. Oui, mais c'est quand même important d'éclairer l'opinion. L'ordonnance du 12 avril 2007 dit l'ordonnance est là. Que les atteintes à la sûreté de l'État bénéficient donc d'amnistie à l'exclusion des crimes économiques et des violations graves des droits de l'homme. Ce dont on parle ce soir, M. Alain Toussaint, ce dont on parle ce soir, c'est les violations graves des droits de l'homme et les crimes économiques. Non, parce que moi je veux qu'on avance dans le débat. Je veux savoir, est-ce que vous pensez que s'il y a procès demain, est-ce que ce procès peut relancer les violences dans le pays qui s'est quand même, il faut le dire aujourd'hui, plus ou moins stabilisé? Oui, plus ou moins. Il y a quand même encore pas mal d'attaques qui sont liées pour partie à certains responsables pro-Gbagbo qui sont en dehors du pays. Pour d'autres, on n'en est pas bien sûr, mais... la preuve que ce sont les anciens responsables pro-Gbagbo qui sont à l'origine de ces violences. Non, je pense que là, M. Florent Gilles... J'ai des présomptions. Ah oui, des présomptions, mais voilà. Vous ne pouvez pas accuser aussi formellement des ex-personnalités d'être responsables de ces attaques. Et pour partie, on se pose des questions justement sur des attaques qui ont lieu aussi à l'intérieur et qui ne seraient pas forcément liées uniquement non plus au pro-Gbagbo. Mais en tout cas, ce débat nous montre quand même très, très clairement qu'il y a deux camps aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pas forcément tant d'ailleurs les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara, mais il y a deux camps, ceux qui ont commis des crimes et ceux qui n'ont pas commis de crimes. Maintenant, l'œuvre de justice, qu'il soit engagé devant la CPI, bien qu'on aimerait aussi qu'il y ait un peu plus d'équilibre aussi devant la CPI, c'est important de démontrer aussi qu'il n'y a pas justement de justice de vainqueur. Et on souhaiterait aussi que la justice qui a été engagée en Côte d'Ivoire, qui devra juger dans les deux camps, vienne peut-être un peu plus rapidement pour démontrer que le régime actuel d'Alassane Ouattara, justement, ne reproduit pas forcément les erreurs du passé. Et je crois que c'est une occasion historique nécessaire. Dans le cas du camp de Naïbli dont on parlait, il y a 2 instructions qui sont ouvertes, elles doivent avancer. Dans le cas des instructions en cours pour la crise post-électorale, cette étape de justice devrait être absolument exemplaire pour démontrer la rupture avec le passé. Et je suis absolument d'accord aussi qu'aujourd'hui, les personnes qui ont voté pour Laurent Gbagbo doivent pouvoir tourner la page. Et pour tourner la page, il faut une œuvre de justice, qu'elle soit au niveau international et encore mieux au niveau national. Car cette finalité de justice, elle est pour le peuple ivoirien, pour avoir dans le futur des élections qui ne dégénèrent pas
dans des crimes et des violences. Justement, vous parlez d'élections. Alors, Toussaint Linché, que vous n'êtes pas membre du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, mais le FPI a appelé à boycotter, parce que les prochaines élections sont des élections locales qui auront lieu le 21 avril. Le FPI a appelé à boycotter, en tout cas aujourd'hui, les élections. Vous êtes pour ce boycott également? Naturellement. Pour quelle raison? Le gouvernement ivoirien n'a pas respecté un certain nombre de dispositions. L'accord de Ouagadougou, notamment l'ensemble du processus électoral, était sanctionné par des élections présidentielles et ensuite des élections législatives, à l'issue desquelles la CEI devait être dissoute. C'est la commission électorale indépendante, on le rappelle pour nos téléspectateurs. Et en effet, une résolution de l'ONU dit qu'il faut que cette commission soit dissoute. Alors Mamadou Touré, pourquoi cette commission n'est-elle pas dissoute? Madame, je n'ai pas terminé mon raisonnement. Et donc le FPI, d'abord sur ce point, ne peut pas aller aux élections puisque les conditions ne sont pas réunies. Et d'autre part, il y a l'exigence d'un dialogue direct qu'a demandé ce parti et le pouvoir de M. Ouattara. Il y a un dialogue quand même direct depuis décembre. Oui, mais pas tel que souhaité, puisque... mais il y a quand même des gens, pardonnez-moi de cette formation, qui acceptent de dialoguer. Il y a peut-être aussi des divisions au sein même du FPI, entre justement, si je puis dire, les exilés dont vous faites partie, qui est un peu l'aile dure et qui ne veut pas discuter, et ceux qui sont plus modérés, qui acceptent de discuter avec le gouvernement. Il y a un bloc homogène. Simplement, il y a en face un pouvoir qui dit une chose et qui fait exactement le contraire. M. Ouattara n'a aucune volonté de réconciliation. D'abord, il y a 800 prisonniers politiques actuellement dans les geôles du Nord de M. Ouattara. Il y a 1500 prisonniers, disons, militaires qui sont emprisonnés dans le nord du pays. Il faut des signes forts de réconciliation. J'ai parlé tout à l'heure d'un besoin de justice. Il y a également un besoin de réconciliation pour tourner définitivement la page. Mais il faut que l'exécutif ivoirien incarné par M. Ouattara accepte de faire des concessions, comme l'a fait le président Gbagbo entre 2002 et 2010, en acceptant d'amnistier les rebelles, en acceptant leur présence au gouvernement et en acceptant d'aller aux élections, alors même que les conditions n'étaient pas réunies. Mamadou Touré, pourquoi cette commission électorale indépendante... Non, mais d'abord, je voudrais point par point, s'il vous plaît. Sur cette commission électorale indépendante, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dissoute, alors qu'il y a même une résolution de l'ONU, aujourd'hui, qui est très claire et qui demande cette dissolution? D'abord, je vais vous dire qu'en tout cas, en venant sur ce plateau, je n'ai pas eu le sentiment que c'était l'objet du débat. L'objet du débat, c'est... Non, mais je vois que vous répondez, là, vous ne répondez pas à ma question. Si l'objet du débat, c'est la situation en Côte d'Ivoire, et c'est aussi la réconciliation, et c'est les élections. Je vais vous répondre. L'objet du débat, c'est le procès de Laurent Gbagbo et la nécessité de justice pour les victimes. M. Alain Toussaint a dit énormément... Non, mais M. Touré, je réponds à votre question. Mais je ne veux pas, non, mais je veux pas revenir en arrière. Vous voyez, il ne reste plus que 7 minutes, donc malheureusement, il faut avancer. Mais je vais répondre à votre question, madame. Je voudrais que vous me répondiez sur la CEI, la commission électorale indépendante. Je ne peux pas peut-être vous répondre exactement comme vous voulez, mais je vais répondre à votre question. Lorsqu'il s'est agi de participer aux élections législatives en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a engagé, contrairement à ce que Alain Toussaint dit, a engagé des discussions lui-même avec le Front populaire ivoirien. Discussions qui ont abouti donc à des initiatives de la part du président de la République pour réformer la commission électorale indépendante. Le FPI semblait d'accord avec les points de discussion quand, comme par son habitude, le FPI est venu exiger la libération immédiate de Laurent Gbagbo qui se trouvait à La Haye. Donc quand vous avez des revendications irréalistes, manifestement, la volonté d'aller à la réconciliation, je vais terminer, la volonté d'aller à la réconciliation n'est pas du côté du FPI. Est-ce que vous allez libérer Mme Gbagbo? Est-ce que vous allez libérer Michel Gbagbo? C'est ce qu'on vous demande, de libérer les prisonniers politiques. Comment est-ce que vous pouvez avoir un personnel politique qui est en prison? Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il y a des criminels qui sont arrêtés en Côte d'Ivoire. Extraordinaire, vous. Et M. Ouattara, le chef criminel qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais attendez, Simone Gbagbo n'est pas un prisonnier politique. Attendez, qui a appelé des milliers de jeunes gens à aller prendre des armes au vu et au su de tous. Monsieur Touré, je pense vraiment que vous ressemblez bien à votre famille politique. Parce que vous avez cet art extraordinaire de multiplication. Moi, je propose, il nous reste très peu de temps, donc je propose qu'on revienne. Vous n'avez toujours franchement. Vous n'avez pas de crédibilité, M. Alain Toussaint. Mais vous non plus. Vous pensez que M. Ouattara en a une? On arrête tout de suite. Vous pensez que M. Ouattara est crédible? Un président crédible. On arrête. Monsieur Touré, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre à ma question sur la commission électorale indépendante? Sur la commission électorale indépendante, répondez. Le gouvernement a engagé des discussions avec l'ensemble de l'opposition. Et vous savez que les élections ont été reportées pour donner une chance à cette discussion. Les élections sont fixées en avril. Je souhaite... Est-ce que cette commission électorale indépendante va être dissoute? Madame, moi, apparemment, il y a un résultat des discussions entre le pouvoir et l'opposition, les points de consensus seront appliqués. Toutes ces questions doivent faire l'objet de discussion. Il faut encore faut-il que le FPI accepte d'arrêter son arrogance
Est-ce que M. accepte de Bakayoko va reconnaître quitter qu'il est la responsable CEI? du Christian drame Bouquet ivoirien m'avait l'air et aille à la beaucoup plus calme, réconciliation. donc je me tourne vers vous et Florangel. Tout ça là, on ne s'entend plus. Nos téléspectateurs. Tout ça là, Oui, nos madame, je téléspectateurs, comprends que malheureusement ne vous entendent plus. la question Arrête. des- pas les accords. Florangel, Christian Bouquet, s'il vous plaît. Apprenez à lire, monsieur Moi, je crois Touré. que la question des élections, les Florent élections Gel. sont absolument nécessaires. Il y a un dialogue entre l'opposition et la FPI, mais qui est très chaotique et très problématique. Le FPI, en l'état actuel, parce que c'est vrai qu'il y a aussi eu des attaques un peu contre le FPI, n'a pas les moyens aujourd'hui de reconstituer sa structure d'action. Parce que ces hommes sont en prison. En partie, il y a des gens qui ont commis des crimes et qui doivent être en prison. D'autres, c'est plus limite. Je pense notamment à Laurent Hakoun qui Il a va eu être des libéré propos, d'ailleurs, apparemment, voilà. Laurent Hakoun. Enfin, il a va pris être libéré fin février. quand même 6 mois de prison pour des propos qu'on peut contester, mais qui vaut peut-être pas 6 mois de Qui est prison. secrétaire Enfin, général bon. du FPI, Voilà. on le dit pour nos téléspectateurs. Bref, toujours est-il que le FPI me semble, à mon avis, pas en état d'aller à des élections. Et donc, du coup, il y a pas mal de candidatures indépendantes de membres du FPI qui émergent. qui En ce moment, émergent. monsieur, que le FPI ait l'honnêteté de dire qu'il n'est pas en état d'aller à des élections, que de passer par des pratiques... Oui, je suis pas sûr qu'il faille non plus. Je suis pas sûr non plus qu'il faille lui mettre la tête sous l'eau. Mais enfin bon, bref, ça c'est une autre chose. Il est important quand même que les populations qui ont voté et qui sont de tendance FPI puissent avoir aussi des représentants à l'Assemblée nationale. Ça me semble logique et nécessaire, et qu'on dissocie la question politique de la représentativité et des logiques que représente le FPI de la question des gens qui ont commis des crimes. C'est encore vraiment les gens qui sont responsables de crimes et de gens qui ne sont pas responsables de crimes. Christian Bouquet, où en est aujourd'hui la réconciliation en Côte d'Ivoire? Parce que quand j'entends Mamadou Touré et Toussaint Alain, j'ai quand même quelques inquiétudes. On sent comme ça. Dans la diaspora, puisque là, on Voilà. est quand même dans un débat de la diaspora, elle est à ce niveau-là, c'est-à-dire un niveau qui est quand même préoccupant. Et c'est préoccupant parce que les positions se crispent au niveau où elles étaient au lendemain même de la crise post-électorale, autour d'un malentendu magistral qui est le malentendu autour de la démocratie. Il y a eu 54% de votants pour Alassane Ouattara, 46% pour Laurent Gbagbo. S'il vous plaît, Quand il y a monsieur contestation, Toussaint. non mais madame, attendez. Lorsqu'il y a contestation électorale, on recompte les voix. En France, vous avez vous-même observé voyez bien le qu'on n'a pas contentieux à bougé depuis l'UMP. 2011. Non, on en est recompté toujours à les l'élection, voix. c'est assez inquiétant d'ailleurs. Recompter les voix au lieu de compter les voix. Toussaint Alain, Si Toussaint M. Alain, on va pas Sarkozy refaire. avait accepté de recompter les Toussaint voix, Alain, on je va pense pas qu'on n'en serait pas refaire. aujourd'hui On là va à pas- parler de la CPI. Toussaint Alors s'il Alain, vous plaît. Toussaint Non, mais Alain, on alors- va pas refaire le débat Non, qui bien a sûr, on gagné, ne qui a fait pas perdu le les débat, mais je élections. pense que Je il ne faut pas C'est travestir Alassane les Ouattara, faits. il faut fallait avancer maintenant. recompter les voix. Ce n'est pas Christian Alassane Ouattara Bouquet. qui a gagné les élections, c'est le Vous savez président Bon, Gbagbo, ben, selon le Conseil constitutionnel. Christian Bouquet. Oui, tout ça, Christian vous avez Bouquet. fait tuer. Oui, Oui, j'assume. S'il vous plaît, J'assume. monsieur Touré, Christian J'assume. Bouquet. Comme vous. Christian Bouquet. Tout comme vous. C'est Christian presque- Bouquet. c'est Vous presque pas préparez la la peine. rébellion contre la Côte Vous n'êtes pas d'Ivoire. très courtois. C'est Toussaint Alain, presque vous n'êtes pas pas la- très courtois. Non, le Mamadou jeune Touré homme- non le plus. jeune homme non plus. Mais on laisse, s'il vous plaît, je dis que tous les deux, vous n'êtes pas courtois et on laisse parler Christian Bouquet. C'est presque pas la peine que je parle. Je crois que vos téléspectateurs ont compris. Ils ont compris, je On pense, n'arrivera oui. pas à s'entendre entre ces deux camps-là. Donc je reprends, mais très brièvement, ce que je voulais dire, c'est que le malentendu autour de la démocratie, c'est que quand on a perdu, alors admettons, vous n'admettez pas que vous avez perdu, mais il faut quand même partir du principe que vous avez perdu. Et dans ce cas-là, les 46% des électeurs qui se sont portés sur votre candidat ne sont pas tous comme vous. Il y en a qui ont compris quelles étaient les vraies règles de la démocratie. On a perdu, on entre dans l'opposition, dans une opposition constructive et intelligente si c'est possible, et c'est possible puisque vous avez un ancien de chez vous qui s'appelle Mamadou Koulibaly, qui lui est entré dans cette opposition constructive, et on attend les prochaines élections générales. La logique démocratique, c'est qu'on se présente aux élections locales, vous dites, nos cadres sont tous en prison. Bah, ceux qui sont en prison, c'est qu'ils ont des choses, c'est incroyable comme vous pouvez parler en même temps que les autres, vous, hein. Mais C'est les que conditions ne sont s'ils pas sont en réunies. prison, c'est qu'ils ont de bonnes Ça, là, raisons laissez d'y être parler, probablement. s'il vous plaît. Et il y a sans doute une classe politique au FPI qui est capable de se présenter aux élections locales qui se présentent. Ce sera la seule condition avec laquelle les partisans de votre parti, ou du moins de votre ancien candidat, auront une représentation, et ça sera ça la vraie démocratie. Je crois que tant qu'on n'aura pas compris, du moins tant que une partie de l'opinion, alors manipulée par les uns par les autres, j'en sais rien, continuera à faire courir cette idée, la réconciliation n'avancera pas. Or, la vraie réconciliation, elle passe par la justice. Et la vérité. Et après, il y aura le pardon. Et après, éventuellement, il y aura la grâce. Mais pour le moment, il faut passer par la case justice. C'est indispensable. On arrive au terme de ce débat, Toussaint Alain. Est-ce que vous envisagez de rentrer en Côte d'Ivoire et pourquoi pas justement d'y jouer un rôle politique?
Et justement, comme disait Christian Bouquet, d'être constructif et de participer à l'opposition et d'emmener ce parti ou un autre vers des échéances électorales. Est-ce que vous envisagez de revenir en Côte d'Ivoire? Naturellement, j'envisage un retour, mais en même temps que mes pourquoi ça vous fait sourire, amis Mamadou qui Touré? sont... Non, il sourit parce qu'il sait ce qui attend ceux qui rentrent, même quand ils ne sont pas l'objet de poursuites judiciaires. Si M. Ouattara crée les conditions d'un retour des exilés politiques, alors je ferai partie de ceux qui rentreront en Côte d'Ivoire pour justement participer à ce travail de réinstallation de la démocratie. Parce que vous avez peur de retourner pays. en Côte d'Ivoire, de rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas craintif, mais je suis, comme on dit, réaliste. M. Ouattara, vous le savez, les méthodes qu'il utilise avec la violence armée, tous nos amis sont emprisonnés, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ouais. Je pense Mamadou Touré, vous répondez en un mot, parce que je dois rendre rendre l'antenne. Mamadou Touré, est-ce qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire? Mais ce monsieur, d'abord, est français. Donc, parler d'exil politique me semble totalement injuste. Ce monsieur est français. Français Ensuite, comme M. Bédier, ce monsieur comme est votre responsable de l'artisanat. Un mot, parce qu'on doit rendre ce l'antenne. monsieur est co-responsable du drame ivoirien à travers les propagandes qu'il a eu à faire sur les médias et autres. Ce monsieur a clairement dit que le général Gueye était responsable du coup d'État et le général Gueye s'est fait assassiner quelques minutes après. Ce monsieur, sa vraie place, c'est devant les tribunaux. D'accord, donc pas en Côte d'Ivoire. Il peut venir en Côte d'Ivoire, mais sa place, c'est devant les tribunaux. Que ce soit voilà, en Côte d'Ivoire, c'est clair. Merci, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h10 avec un document exceptionnel tourné au Mali. Ce sera un dossier spécial à 19h10, donc heure de Paris. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée, à demain.